Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage ce dimanche 10 mai en France, à l'occasion de se souvenir des victimes et d'ouvrir le débat sur les réparations de ce qui est désormais reconnu comme crime contre l'humanité. Le Gabon sur la voie de l'émergence. Les autorités ont lancé en 2009 un vaste plan de réforme de l'économie pour faire du pays un État émergent à l'horizon 2025. Les détails dans ce journal. Et puis, sécurité, électrification et boom des services. Le Rwanda a réussi à vendre une image et des réalisations qui séduisent les bailleurs de fonds. Kigali, sa capitale, fait désormais partie des villes les plus attractives du continent. Commémoration ce 10 mai en France de l'abolition de l'esclavage, l'occasion de se souvenir des victimes et d'engager une réflexion générale sur l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité qui a vu partir hors du continent des millions d'Africains. Ibrahim Ndiaye. Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France, 10 mai. Cette date correspond à l'adoption par le Parlement le 10 mai 2001 de la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Plusieurs cérémonies pour rendre hommage aux victimes du commerce triangulaire sont prévues à travers le monde. C'est une journée qui est nationale, c'est une journée de commémoration, mais on sent néanmoins que la portée nationale n'est pas vraiment présente. On a toujours le sentiment que cette histoire de l'esclavage, c'est pas vraiment l'histoire de France. C'est une histoire un peu à part, qui n'est pas vraiment dans le récit national. Cela est lié surtout au fait que cette histoire-là n'est toujours pas enseignée dans les classes. En dépit de la loi Taubira, qui demandait justement à ce qu'il y ait un enseignement de cette histoire. Il y a toujours des réticences à en parler du point de vue du savoir, à encourager la production liée à cette histoire-là, et surtout à mettre sur la table une histoire dont on dit qu'elle divise. Elle diviserait les descendants, les afro-descendants des Français. Elle instituerait en fait des responsabilités par héritage, c'est-à-dire que les descendants des négriers seraient responsables de ce que leurs ancêtres ont fait, et les descendants des esclaves seraient descendants de victimes perpétuellement. Donc il y a toujours cette difficulté à sortir de ce prisme-là, qui selon moi est entretenu de manière fallacieuse par l'État français, qui ne veut pas reconnaître réellement ses responsabilités. Aujourd'hui, la question de réparation est de plus en plus d'actualité. Lors du discours de l'an dernier, le président Hollande avait clairement dit qu'il fermait la porte aux réparations en citant de manière erronée Aimé Césaire. Aimé Césaire disait qu'il fallait justement des réparations. Cela est d'autant plus problématique vu que d'autres groupes bénéficient de réparations. On sait qu'il y a une commission qui a été mise en place par rapport aux biens spoliés aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il y a des travaux d'historiens qui sont en mesure de cibler d'où proviennent les richesses qui sont nées justement de la traite et de l'esclavage. On sait également que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, il y a eu des procès qui ont amené des entreprises, notamment, qui avaient des esclaves à verser des réparations sous diverses formes. Ça a pu être des bourses d'études, ça a pu être des fondations créées. Donc il y a des précédents en la matière, mais la France, de son côté, reste particulièrement fermée sur cette question. Donc cette question des réparations, aujourd'hui, me semble tout à fait légitime. Rappelons que l'esclavage a duré plus de 3 siècles et a fait plusieurs millions de déportés. Il a entraîné le dépeuplement du continent africain qui s'est vu privé de nombreux hommes valides. Au Gabon, les autorités ont lancé en 2009 un vaste plan de réforme de l'économie, un plan qui passe par la valorisation des ressources humaines, des ressources naturelles et minéralières, mais aussi des réformes structurelles afin d'accélérer et de rendre inclusive la croissance pour faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Un sujet de la rédaction. Dynamiser l'économie gabonaise pour faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, c'est l'objectif des autorités gabonaises qui viennent d'engager le pays dans un grand processus de réforme. Une réforme qui s'appuie sur plusieurs choix stratégiques, le développement du tissu industriel, la dynamisation du secteur agricole, mais aussi le développement du secteur des services. En matière de routes, en matière d'hôpitaux, je crois qu'aujourd'hui le Gabon a fait vraiment de gros efforts. Vous allez à Kanda, vous allez voir un nouvel hôpital. L'hôpital militaire est là. La route suit son cours. Aujourd'hui, on peut, sans trop de risques, partir de Lambaréné jusqu'à Mouila et peut-être au-delà, parce que le pont qui relie Mayumba au continent est déjà fait. Donc, il y a des choses qui avancent. On dit que
Paris ne s'est pas fait en un jour, il en est le même pour le Gabon. Il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sur le pont de l'Ogooué depuis que le président ait accédé à la magistrature suprême. Outre la réforme et la dynamisation des secteurs vitaux de l'économie gabonaise, les autorités entendent assainir l'environnement des affaires afin d'attirer davantage d'investisseurs étrangers. Si vous avez parcouru le Gabon, vous allez voir qu'il y a des investissements compte tenu du plan stratégique Gabon émergent. Il y a des investissements qui sont en cours. D'autres, il y a des investissements très importants qui sont en cours. Donc cet argent n'a pas servi à rien. Il a servi à développer l'économie gabonaise. Les bases de l'ambitieux plan d'émergence du Gabon semblent donc jetées. Mais le gouvernement gabonais le sait, la réussite du plan d'émergence dépend du niveau de satisfaction de la demande sociale, de la réduction de la pauvreté et de l'apaisement du climat politique gabonais. Le forum de réconciliation semble porter ses fruits en Centrafrique. Après 3 jours de discussion, la plénière a commencé à adopter ce samedi des recommandations faites par les participants. Parmi celles-ci, la modernisation des chefferies traditionnelles, mais aussi et surtout la prolongation de la période de transition. Le point tout de suite avec Ibarati Ndiaye. En Afrique, le respect des anciens et des traditions fait partie des piliers fondateurs de la société. Il bénéficie auprès de la population une solide légitimité, leur accorder une place de choix et souvent garant d'une société harmonieuse. Le Forum de réconciliation de Bangui semble l'avoir compris. Il souhaite construire la paix avec les chefs traditionnels. Les autorités centrafricaines souhaitent désormais réhabiliter et moderniser les chefferies traditionnelles en faisant d'elles des acteurs incontournables de la paix et de la réconciliation. Pour Martin Ziguélé, ancien Premier ministre et président du mouvement de libération du peuple centrafricain, les chefferies traditionnelles peuvent jouer le rôle de relais nécessaire pour la consolidation de la paix. La commission à laquelle j'appartiens, d'ailleurs, la commission gouvernance qui a émis cette recommandation, parce que contrairement à beaucoup de pays africains, à l'indépendance, les chefferies traditionnelles, c'est-à-dire les pouvoirs locaux, ont été complètement éliminés. Et on se rend compte que lorsqu'il y a un problème, qu'au sommet de l'État, il y a rupture de continuité de l'État, n'est-ce pas, il n'y a plus de relais entre ce qui reste du pouvoir et les populations à la base. Et c'est ce qui explique que notre crise a atteint une telle intensité. Les chefs traditionnels dans la tradition africaine ont à la fois un pouvoir moral, un pouvoir administratif, un pouvoir économique et un pouvoir culturel très fort. Et leur inexistence dans le schéma politico-administratif centrafricain a été durement ressentie pendant cette crise-là. À tel point que pour trouver des médiateurs sociaux, des médiateurs communautaires, il a fallu faire des pieds et des mains et chaque jour qui passait, c'était synonyme de mort, de destruction, etc. D'autres points comme la création d'une haute autorité de la bonne gouvernance, l'adoption d'une loi sur la liberté religieuse ou la reconnaissance de l'incompatibilité entre fonctions politiques et militaires figurent parmi les propositions du rapport sur la gouvernance. Bon, le premier point, c'est que tous les Centrafricains disent, et ils ont raison, que depuis 30 ans, depuis 1980, nous avons commencé des séminaires nationaux de réflexion, de dialogue politique, des grands débats nationaux, etc. Et les recommandations sont toujours restées lettres mortes. De notre côté, beaucoup de Centrafricains, et à juste titre aussi, se plaignent de la corruption, de la grande corruption, de la moyenne corruption, de la petite corruption. Et tout cela n'a pas de traduction institutionnelle, c'est-à-dire législative ou réglementaire, puis institutionnelle. C'est pour ça que la commission gouvernance a dit, comme les mots sont répétitifs, les recommandations également répétitives, il faut donner force contraignante à cette recommandation-là en mettant en place une haute autorité de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. Cette haute autorité aurait le rôle à peu près du vérificateur général au Mali ou de l'auditeur général dans les pays anglo-saxons. Samedi, d'autres recommandations en matière de gouvernance et de développement économique et social ont été adoptées. Autre point important du Forum de Bangui, l'adoption de la proposition de prolongation de la transition, une prolongation indispensable puisque le président de l'autorité nationale des élections a déjà indiqué ce jeudi 7 mai que l'échéance de juin-juillet ne pourra pas être tenue en ce qui concerne l'élection présidentielle. À noter également que les groupes armés Seleka et Anti-Balaka réunis dans le cadre de ce forum ont signé ce dimanche un accord sur le principe de désarmement et de démobilisation de leurs combattants. Les deux parties se sont ainsi solennellement engagées à mettre définitivement fin au conflit armé qui mine la Centrafrique.
Dans l'actualité également, le ton monte au Burundi alors que la trêve dans les manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza a été globalement respectée. Ce samedi, le Conseil national de sécurité a lancé un ultimatum aux manifestants. Ces derniers sont appelés à mettre fin aux protestations dans l'immédiat et sans condition. Une annonce qualifiée, je cite, de déclaration de guerre par la société civile. 20 ans après le génocide rwandais, un vent de modernité souffle sur Kigali. Avec ses routes bitumées, ses quartiers rénovés et salubres, la capitale du Rwanda se pose désormais en modèle de développement. Voyez ce reportage d'Oliva Diakoton, notre correspondant au Rwanda. Faire de Kigali la vitrine du développement du Rwanda, c'est l'ambition des autorités municipales. La nouvelle équipe dirigeante a intensifié les réformes dans ce sens depuis 2006. Aujourd'hui, avec de nombreuses voies bitumées, une salubrité exemplaire et une sécurité satisfaisante, la première ville du Rwanda présente une fière allure pour une nouvelle Afrique. Il y a des années, la ville de Kigali n'avait pas une urbanisation organisée, n'avait pas de schéma directeur. Enfin, c'est une ville qui n'existait même pas. C'est une ville qui se développait en informel. Et actuellement, je constate que la ville de Kigali, c'est une ville qui avance sûrement, avec un plan bien établi. Et c'est une ville qui se modernise dans l'entourage de ses voisins. Kigali compte aujourd'hui 1 300 000 habitants, dont 60% de jeunes. Elle est également la première destination économique du pays grâce à la présence de nombreuses entreprises. Mais certains défis restent d'actualité pour une meilleure intégration de toutes les couches sociales. Il faut qu'il y ait l'immobilier accessible aux gens à faible revenu. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de projets visibles qui peuvent aider les gens à faible revenu d'accéder aux infrastructures. Donc, c'est un secteur aussi qu'il faut investir. Et je n'en douterai pas que si quelqu'un investissait dans le secteur immobilier, des gens à faible revenu, il aura fait un grand projet. Kigali a été reconnu en 2008 comme meilleur modèle de développement en Afrique par les Nations Unies. Les autorités rwandaises accentuent actuellement la construction d'infrastructures dans de nouvelles villes satellites pour un développement harmonieux du Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.